Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur Ferrari et sur la décision de signer Lewis Hamilton pour la saison 2025. Les médias et des excellents youtubeurs ont passé énormément de temps à analyser le transfert sous l'angle de Lewis Hamilton. Moi-même, j'analysais dans ma dernière vidéo le processus de prise de décision de Lewis Hamilton dans sa signature chez Ferrari. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'incite vraiment à le faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser deux trois éléments. Moi, contrairement aux autres youtubeurs, je ne suis pas un expert de Formule 1, même si j'adore ce sport. Mon boulot, il consiste vraiment à élaborer des stratégies et à prendre des décisions. C'est vraiment sous cet angle-là que je vais analyser le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Et on va essayer de répondre à la question suivante. Comment une décision aussi stratégique va avoir des impacts opérationnels immédiats et servir au long terme de Ferrari? Une question de prime abord qui est assez barbante, mais tellement intéressante pour se mettre dans la peau d'un big boss et des décisions qu'il peut prendre. Et d'ailleurs, si ces questions de processus de prise de décision, de stratégie et de leadership t'intéressent, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, Leader d'exception, où je partage du contenu écrit en lien avec la stratégie justement et le leadership. Le lien d'inscription est dans le premier commentaire de cette vidéo. Mais revenons-en à notre sujet. Et avant de parler de Lewis, avant de parler de Fred Vasseur, avant de parler de Charles Leclerc, j'aimerais qu'on parle d'un homme de l'ombre, entre guillemets. Il s'agit de John Elkann, à ne pas confondre avec son sulfureux cousin Lapo. John Elkann, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'est ni plus ni moins l'un des héritiers les plus puissants d'une famille italienne, à savoir la famille Agnelli. C'est la famille qui a construit l'empire automobile autour de Fiat, et aujourd'hui John, il est à la tête de Stellantis, mais aussi de Ferrari. C'est probablement l'un des hommes les plus puissants du monde et c'est lui qui a été à la manœuvre sur la signature de Hamilton chez Ferrari. Et le coup qu'il vient de faire, c'est pas une première. Moi qui suis un tifoso invétéré de la Scuderia, mais aussi et surtout de la Juventus de Turin, je vois une certaine répétition dans ce mouvement de Hamilton vers Ferrari. Ça me fait grandement penser à la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, parce que c'est aussi Elkann, le propriétaire de la Juventus. Et la signature de Ronaldo en 2018, elle a eu des effets similaires, à savoir un bond de l'action Juventus en bourse. Il me semble qu'elle avait presque doublé, à l'instar de l'action Ferrari qui a pris 10% à l'annonce du transfert d'Hamilton. Une hausse de 10% chez Ferrari, c'est 4 milliards quand même. Et c'est justement une belle leçon retenue du transfert de Ronaldo à la Juventus. Ronaldo à la Juve, ça a été une décision à court terme pour gagner des titres à court terme, mais qui a eu un impact désastreux à moyen terme, tant sur le plan sportif, avec une équipe construite autour d'un joueur vieillissant, que sur le plan financier, avec le prix du transfert plus le salaire qui ont vraiment mis le club dans le rouge. Alors de prime abord, quand on regarde le transfert de Hamilton, on peut penser à une situation similaire. Et là, je parle vraiment sur le plan économie, communication. On peut même éventuellement penser à seulement un coût de communication. Mais quand on commence à creuser, on s'aperçoit que le transfert de Lewis, c'était une opportunité qui va s'inscrire dans un projet à moyen long terme pour l'entité Ferrari, mais aussi pour la Scuderia Ferrari. D'abord parce que Hamilton, il arrive à un moment où Ferrari va avancer avec des nouveautés stratégiques, avec le lancement notamment de la première Ferrari 100% électrique, il me semble, qui est prévue justement pour 2025. Et puis Hamilton, il va permettre à Ferrari de pénétrer les marchés américains et anglais. Ce sont des marchés où Ferrari a encore du mal à être bien installé. Et du coup, Lewis Hamilton, il va vraiment être ambassadeur de la marque. Du coup, les 100 millions de salaires sont bien loin d'être mal investis. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous voyez, là, on vient de parler de la photo globale. Et maintenant, on va entrer dans la partie beaucoup plus opérationnelle. Et c'est là que va entrer en jeu, justement, notre très cher Fred Vasseur. Il a repris Ferrari il y a un an. Et pour sa première saison, il a apporté du calme, de l'exigence et une nouvelle structure dans une écurie qui était quand même en perdition depuis les 10-15 dernières années. La signature d'Hamilton, c'est quand même un signal de confiance qu'on adresse à Fred Vasseur. C'est le signe qu'on sent qu'il a bien pris ses fonctions, qu'il a atteint ses premiers objectifs. Et maintenant, il va avoir des nouveaux moyens pour atteindre son plus grand objectif, à savoir celui de ramener la Scuderia Ferrari à la place qu'elle mérite, celle de numéro 1. Parce qu'on va se le dire entre nous, il n'y a pas d'autre place pour Ferrari dans le monde de la Formule 1 que la première place, on le sait tous. Et la confiance que Elkann a accordée à Vasseur, c'est aussi une forme de pression pour que la voiture de 2025 soit exceptionnelle. Sinon, ça servira vraiment à rien de faire venir Lewis Hamilton. Et le niveau d'exigence de Vasseur, il va donc probablement encore monter d'un cran. Et la pression va être sur l'ensemble de l'équipe de chez Ferrari. Comme on dit, on va arrêter les conneries, on va arrêter d'oublier un pneu, on va arrêter de rater des arrêts au stand pour retrouver cette image d'élite qu'on se fait d'une telle écurie. Et le message derrière la venue de Lewis, il est clair. Tout le monde doit se mettre au diapason. Tout le monde doit hausser fortement son niveau pour réussir à rattraper Red Bull.
Et la pression sur les ingénieurs et les mécaniciens sera d'autant plus forte que Lewis semble capable d'embarquer avec lui des ingénieurs de qualité, qui seront probablement aussi des ingénieurs clés chez Mercedes. C'est aussi un moyen de déstabiliser encore davantage un concurrent direct. Et ce genre de mouvement va certainement servir à installer une certaine culture de l'excellence que Ferrari a perdue sur ces 10-15 dernières années. On peut supposer que les gars qui vont rejoindre Ferrari vont s'inscrire dans un projet à long terme et tout faire pour que l'écurie retrouve de sa splendeur, retrouve sa position. Et rien que le transfert de Lewis montre que Ferrari, c'est quand même difficile à tuer, puisque ce transfert-là, ça a permis de redorer, de refaire de Ferrari le centre du monde de la Formule 1. Ça, c'est important. Et justement, quand on pense long terme, au sein de la Scuderia Ferrari, on pense directement à un homme aujourd'hui. On pense évidemment au predestinato Charles Leclerc. La pression, elle est sur Leclerc, le prédestiné. Il va se retrouver dans une situation d'inconfort, peut-être pour la première fois depuis qu'il est au sein de la Scuderia Ferrari. Et il va avoir un vrai challenge, c'est celui de battre au quotidien le septuple champion du monde. On appelle ça mettre une forme de pression positive. Et ça va aussi être un bon moyen de voir si Leclerc est aussi doué qu'on le dit. Ils auront tous les deux, donc Lewis et Leclerc, la même voiture, même si celle de 2025, elle sera sans doute construite autour de Charles. En fait, de prime abord, c'est Leclerc qui sort perdant de cette opération, on peut se dire. Sauf s'il arrive à démontrer qu'il est la pépite tant espérée. Et l'analyse de base serait donc de se dire ça et d'avoir les conclusions sur Leclerc que je viens de donner. Mais j'y vois aussi d'autres alternatives et d'autres conséquences pour Ferrari en fonction des scénarios. Le premier scénario, qui semble le plus évident, c'est de dire que Charles va aussi bénéficier de l'expérience de Lewis pour continuer sa progression et donc d'entrer enfin dans la dimension où on l'attend. Dans le meilleur des mondes, il explose tout et devient une légende absolue chez Ferrari et dans l'histoire de la Formule 1. Mais il y a aussi le second scénario où Charles explose tout simplement en vol. Dans ce cas-là, il y a fort à parier que le projet Scuderia se retrouverait donc en grande difficulté. Parce que potentiellement sans pilote à court et moyen terme. D'une part parce qu'on aura Lewis qui sera quand même vieillissant, et d'autre part parce qu'il faudra peut-être trouver un nouveau top pilote pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Du coup, mon intuition est plutôt la suivante. Chez Ferrari, on est convaincu des qualités de Charles Leclerc, on est convaincu de sa capacité à tirer le meilleur de Lewis et à ne pas exploser en vol, si jamais il n'arrivait pas à forcément le battre. Au final, lui donner ce coéquipier, c'est aussi un message de confiance qu'on lui adresse. C'est un peu comme ça que je le vois, parce qu'il est vraiment trop risqué pour la Scuderia de voir Charles Leclerc exploser en plein vol. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, tout ce qu'elle a misé, ce serait un vrai aveu d'échec, et surtout ce serait mettre un vrai frein au projet long terme qui s'installe chez Ferrari. Et puis bien évidemment, le dernier point qui sera intéressant d'observer, et là ce sera plutôt pour 2025, ce sera la manière de manager ces deux pilotes. D'habitude, dans le monde de la Formule 1, il y a toujours un leader et un second pilote. Et là, ils vont vraiment partir tous les deux d'égal à égal. C'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très bien en Formule 1, et on peut justement penser au dernier titre que Ferrari a remporté en 2007. À l'époque, c'est la situation du concurrent direct qui avait bénéficié à Ferrari, puisque McLaren avait justement adopté une stratégie d'égalité entre les pilotes, et ça avait coûté le titre à l'écurie. En tous les cas, ça sert à rien à mes yeux de trop spéculer sur cette question-là, sur le débat entre Lewis et Charles et comment ils vont être managés. Je pense qu'on a déjà suffisamment de matière sur l'instant présent et sur la stratégie vraiment à court terme maintenant. Donc comme tu as pu le voir dans cette vidéo, je t'ai fourni quelques éléments d'analyse sur la mise en place d'une stratégie. Ça permet de t'éclairer aussi sur les processus de prise de décision de certains dirigeants. Et je trouve que c'était extrêmement enrichissant que de pouvoir observer ça en temps réel. Et si jamais tu souhaites aller plus loin avec moi, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma newsletter. Comme je disais tout à l'heure, tu as le lien dans le premier commentaire. Et puis si tu es arrivé au bout de cette vidéo, en tous les cas, je te remercie vraiment. Je t'invite aussi à t'abonner, à partager la chaîne. Et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te souhaite une très belle fin de journée.